Alors, mes chers collègues, nous recevons à présent les représentants de la Chambre nationale des huissiers de justice. Alors, Monsieur Patrick Sanino, son président, Monsieur Jean-François Richard, son vice-président, et Monsieur Pascal Thuet, son trésorier adjoint. Messieurs, nous n'ignorons pas la place qu'occupe votre profession dans le fonctionnement de la justice et le règlement des litiges au quotidien. En tant qu'officiers ministériels, les huissiers ont seule qualité pour remettre les assignations et signifier les actes et les exploits, ramener à exécution les décisions de justice, ainsi que les actes ou titres en forme exécutoire. Ils peuvent procéder au recouvrement amiable ou judiciaire de toute créance ou encore établir des procès-verbaux de constatation. Ce sont là autant de compétences et de fonctions que l'on ne saurait négliger, aussi bien dans un souci de sécurité juridique, mais également d'égalité devant la loi. Aussi loin des controverses sur le montant des émoluments et des droits perçus dans l'exercice de votre profession, nous désirons évaluer de manière objective les conditions d'exercice de votre profession. C'est dans cet esprit que nous entendrons avec intérêt vos analyses et vos propositions sur l'ensemble des problématiques qui concernent votre profession. Je veux parler notamment des modalités d'accès aux offices, de la pertinence du tarif applicable à diverses prestations, mais aussi de l'existence d'un droit exclusif dans la signification des actes, du statut de salarié et des formes de société auxquelles les huissiers peuvent recourir afin d'exercer leur métier. Je vous cède donc dès à présent la parole, messieurs, pour un exposé liminaire qui sera suivi des questions et interventions des membres de la mission. Cet entretien est ouvert à la presse et fait l'objet d'une retransmission en direct sur le canal interne et sur le site internet de l'Assemblée nationale. Les enregistrements resteront ensuite accessibles à la demande pendant quelques mois. Je vous remercie et je vous laisse la parole, Monsieur le Président. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, co-rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés. Tout d'abord, je tiens à me féliciter, Mesdames, Messieurs, de la création de cette mission d'information à l'initiative de votre commission des lois. Je me réjouis de pouvoir exprimer devant vous la parole des huissiers de justice. Une parole dont nous avions été privés à la suite des premières annonces du gouvernement en juillet dernier. Je note ensuite que c'est la première fois que notre profession est auditionnée par la représentation nationale sur une réforme dont le texte n'est même pas écrit. Qui sommes-nous, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés? Les huissiers de justice sont des officiers publics et ministériels, délégataires de la puissance publique. Nous ne sommes donc pas là par hasard. Là réside tout l'enjeu du débat. Je veux surtout souligner que les huissiers de justice sont les seuls professionnels du droit à aller sur le terrain, au contact direct des citoyens. Nos missions nous amènent à les trouver chez eux, en tout point du territoire, où qu'ils habitent. Nous montons dans les étages des immeubles. Nous arpentons les campagnes. Nous sommes présents dans les zones urbaines où même certains services publics ont reflué. Car dans tous les cas, notre mission de service public nous engage à faire du contact humain notre méthode de travail. Les huissiers de justice sont, de ce fait, de parfaits connaisseurs du tissu économique et social local, des relais précieux des pouvoirs publics. J'ai coutume de dire que nous incarnons le dernier lien social des justiciables. Nous sommes au quotidien, par nos missions, les témoins de situations de grande misère, de détresse humaine. Nous essayons toujours de trouver des solutions satisfaisantes qui dépassent le strict cadre de nos missions, en lien, par exemple, avec les services sociaux. La recherche du dialogue et de l'écoute constitue un souci permanent. Je ne connais, Mesdames et Messieurs, aucun confrère qui se réjouisse d'exécuter une décision de justice qui frappe, sans discernement, des personnes en situation de précarité. Notre modèle inspire aujourd'hui nombre de nos voisins dans notre vieille Europe, en Afrique, en Asie. Il s'inscrit pleinement dans les valeurs d'un droit continental particulièrement protecteur du justiciable, que le gouvernement cherche d'ailleurs à promouvoir au titre de notre influence internationale. Je ne peux pas croire que l'on veuille, demain,
affaiblir au détriment de nos concitoyens ce modèle qui a fait ses preuves et qui a été copié et recopié. Si elle se situe dans la continuité d'une longue tradition, la profession d'huissier de justice n'en aspire pas moins à se moderniser pour s'adapter aux évolutions de la société. C'est le credo que nous avons adopté avant même que soit évoquée cette réforme transversale des professions réglementées. L'accès au droit et l'égalité devant la justice sont des principes cardinaux que nous souhaitons voir protégés et améliorés. C'est bien parce que nous exerçons des missions de service public au nom et pour le compte de l'État que notre profession fait l'objet d'une réglementation, elle-même garante de l'égalité. Je vous le disais, Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, Mesdames et Messieurs les députés, nous aspirons pleinement, je le dis pleinement, à nous moderniser. Depuis les premières annonces du gouvernement, j'ai fait savoir que j'étais prêt à discuter sans tabou ni totem, à jouer la transparence. Nous avons déjà, depuis plus d'1 an, travaillé avec Madame la garde des Sceaux. Des résultats ont déjà été obtenus avec, par exemple, la parution récente d'un décret étendant notre compétence territoriale, qui sera mise en application au 1er janvier 2015. Pourtant, l'heure est grave. Les enjeux en discussion posent la question de l'équilibre de notre système juridique. Je ne vous cacherai pas notre étonnement face aux méthodes de travail auxquelles nous avons été soumis. Sans véritable document officiel fourni par le gouvernement, nous avons été particulièrement surpris de l'absence de ligne cohérente entre les ministères avec lesquels nous discutons. Des divergences fondamentales sont apparues. Nous avons constaté des différences de ton entre les positions de l'IGF et de M. Montebourg d'une part, et celles de M. Macron d'autre part. Nous avons d'ailleurs salué publiquement son esprit de dialogue à la sortie de notre première réunion de concertation. Et je le resalue ici. Je n'oublie pas non plus les engagements de Mme Taubira, garde des Sceaux, sur la défense de notre modèle juridique, ici même dans cette salle. Notre profession sera, mesdames et messieurs, très vigilante à ce que ces engagements se traduisent concrètement dans le texte qui sera présenté en Conseil des ministres. Mais au-delà de la méthode, les inquiétudes de fond demeurent. Je voudrais attirer votre attention sur celle-ci. Je pense d'abord à l'ouverture des capitaux des études. Nous attachons une importance fondamentale à l'indépendance des professions du droit qui font partie de notre essence. Pour cette raison, nous sommes fermement opposés à toute ouverture du capital qui mettrait en cause ce principe d'indépendance. Ce serait inacceptable. Ce qui est encore plus inacceptable, mesdames et messieurs, c'est le principe d'une liberté d'installation qui est, à notre sens, une mauvaise réponse à une bonne question, celle de faciliter l'accès des jeunes à la profession. Si ce principe était adopté, il donnerait lieu, de facto, à un recours en indemnisation de notre part. Soyez certains que je serai personnellement intransigeant sur ce point. Le chiffre, pour l'ensemble de la profession, s'élèverait avec le coût social à 2 milliards d'euros. Pendant 35 ans, l'État a incité les huissiers de justice à améliorer la gestion de leurs offices et leurs performances. Durant cette période, il n'y a certainement pas eu assez de politique favorisant l'accès des jeunes à la profession. Le système actuel de régulation de l'accès à la profession pourrait sans doute être amélioré. Nous en sommes conscients, ne serait-ce que pour faire face à l'obligation d'un renouvellement démographique qui va se faire jour. Dans les 15 prochaines années, près de plus de 50% des membres de la profession d'huissier de justice partiront à la retraite. Cette situation crée dans notre esprit de formidables opportunités et de transformation. Nous sommes prêts, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, à nous moderniser, mais pas à n'importe quel prix et n'importe comment. Pas à celui d'une libéralisation par nature sauvage, pas sans activité nouvelle garantissant un équilibre économique viable, pas non plus au prix d'une destruction du modèle économique de la profession, ni à celui d'une réforme du tarif dont le contenu n'est connu que par des fuites dans la presse. Nous avons toutes les cartes en main pour imaginer la profession de demain. Je pense notamment aux possibilités
de rapprochement entre professions de l'exécution, personnes privées et publiques, qui pourrait être mise en œuvre. Pour cette raison, nous proposons une grande profession de l'exécution au bénéfice des justiciables qui verraient le système simplifié. Nous sommes donc ouverts à réfléchir aux moyens d'engager une réforme pour l'avenir qui profitera donc aux jeunes générations. Voici, mesdames et messieurs, Madame la Présidente, quelques-unes des pistes que nous souhaitons explorer ensemble. Je le répète, nous sommes totalement ouverts au dialogue et prêts à répondre à vos questions, sachant que le principe sacerdotal, c'est « je ne ferai pas l'impasse si le texte n'était pas conforme à notre esprit républicain ». Merci. Merci, Monsieur le Président. Est-ce que nous vous remercions. Enfin, je vous remercie pour cette présentation et puis pour votre venue ici, de sorte que nous puissions, dans l'apaisement, vous entendre. J'ai noté avec intérêt, et peut-être pourriez-nous vous en dire plus, votre engagement pour une grande profession de l'exécution. Je crois que c'est une idée qui fait son chemin. Et si vous aviez des propositions à nous faire dans ce sens, nous faire valoir les réflexions en cours de la profession, nous sommes tout à fait intéressés pour les recueillir. Voilà. Et ma deuxième question, et je passerai la parole au vice-président rapporteur, le député Houillon, vous dire que les nouvelles technologies de l'information ont dû quand même bien modifier les conditions d'exercice de votre métier. Elles peuvent représenter même d'une certaine façon un danger. Et j'aimerais que vous vous exprimiez aussi là-dessus. Et je pense qu'il y a un lien entre cette évolution nécessaire et puis cette orientation vers cette grande profession d'exécution que vous envisagez et qui, pour ma part, me paraît une orientation tout à fait intéressante pour les professions concernées. Voilà. Madame la Présidente, si vous me permettez, on partagera, si vous voulez, les réponses avec mes collègues du bureau. Si vous voulez, cette grande profession de l'exécution, entre guillemets, élargissement de la profession de l'huissier de justice à d'autres professionnels, est venue tout simplement... Pardon ? J'y arrive, Monsieur le Président. J'y arrive. Nous est venu après, si vous voulez, la lecture du rapport d'Arroy, où d'ailleurs M. Henri Nallet en avait écrit une partie et où M. Macron y avait participé. Cette grande profession de l'exécution, pour nous, était une simplification vis-à-vis du citoyen. Simplification du citoyen qui, aujourd'hui, en France, ne sait pas qui fait quoi. Cette grande profession de l'exécution, je vous en donnerai quelques principes, je ne rentrerai pas dans le détail aujourd'hui, puisque nous y travaillons sereinement. Cette grande profession de l'exécution, qui serait soit appelée commissaire de justice, comme l'on veut, serait une profession qui rassemblerait 3 professionnels qui font de l'exécution. Et sans vouloir animer quelques critiques d'aucun d'autres professionnels, elle rassemblerait les mandataires liquidateurs et elle rassemblerait les commissaires-priseurs judiciaires. Il suffirait, madame, d'avoir une formation commune au départ, avec des spécialités pour les jeunes qui rentreraient dans cette profession, et l'on pourrait avoir une profession forte, une profession unie, sous l'égide d'un titre qui s'appellerait commissaire de justice, et où, je dirais, que le citoyen, lorsqu'il aurait besoin d'une exécution, d'une signification, d'une vente aux enchères, d'un règlement de conflit d'entreprise, d'une liquidation d'entreprise, s'adresserait donc à ce commissaire de justice. Alors vous allez me dire, les conflits d'intérêts. Mais dans toutes les professions, il y a des conflits d'intérêts. Et ces problèmes se régleraient par un code de déontologie, comme on règle les conflits d'intérêts dans toutes les professions. Cela étant, quand vous voyez la profession d'huissier de justice, aujourd'hui, elle fait des ventes aux enchères. Les commissaires-priseurs judiciaires font des ventes aux enchères. Je vous rassure, je n'ai rien contre les commissaires-priseurs judiciaires, parce que beaucoup de nos confrères font des ventes aux enchères. Je crois qu'il y en a 450 en France, offices qui font sur 1700 offices.
Il suffirait, si vous voulez, ça pourrait d'avoir comme côté, si vous voulez, de simplification pour le citoyen, d'avoir la grande profession du conseil qui sont les avocats, la grande profession du notariat, qui est l'acte authentique, et la grande profession qui serait une profession de l'exécution, où là, le citoyen saurait où aller. Voilà, si vous voulez, les quelques bases sur lesquelles je m'appuie. Il va de soi, Madame la Présidente, que bien entendu, nous travaillons dessus, et que, effectivement, si l'approbation venait du Parlement, cette grande profession pourrait voir le jour. Mais je ne veux pas mettre à mal les collègues mandataires, liquidateurs, et puis les commissaires-priseurs judiciaires. Mais je n'ai fait que reprendre, avec un autre président de la Chambre nationale, les travaux de la commission d'Arrois. Je n'ai rien inventé, ni suggéré. Voilà. Et puis, Madame, puisqu'on y est, pardon, cette grande profession mériterait qu'aujourd'hui, nous avons, je pense, des problèmes de matière. Et pendant qu'on y est, vous avez une énorme matière qui s'appelle le recouvrement public de l'État. Et vous avez des huissiers du Trésor. Ils sont 450. Sans absorber les huissiers du Trésor, il suffirait de les réemployer. Et pour ceux qui voudraient rentrer dans notre profession, on pourrait ainsi obtenir, si vous voulez, l'intégralité du recouvrement public sur les officiers publics et ministériels que nous sommes, ce qui ferait faire une économie à l'État et décharger l'État de certaines tâches pour occuper ses fonctionnaires à d'autres tâches plus utiles. Et cela ferait pour cette profession une profession de plus de 5000 titulaires, avec des embauches. Puisque lorsque vous déchargez, quand on décharge l'État au profit d'officiers publics et ministériels de certaines tâches, au profit de ces officiers publics et ministériels, il va de soi que l'on crée des emplois. Et je suis intimement convaincu que cette grande profession pourrait créer des emplois. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette grande profession de l'exécution. Sur les nouvelles technologies, est-ce que, Pascal, si vous le permettez, je peux... Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, effectivement, la dématérialisation, autrement dit la numérisation, va bouleverser dans les prochaines années notre profession. Comme vous le disiez très justement, Madame la Présidente, c'est à la fois enthousiasmant, mais c'est également une crainte dont la profession est parfaitement consciente depuis plusieurs années, ou en tout cas plusieurs mois. Cependant, on pense que c'est également l'avenir de notre profession qui se joue avec cette dématérialisation, et nous y travaillons sans cesse. Nous sommes nombreux à y travailler, et bien entendu, puisque je pense que c'était le sens de votre question, cela pourrait entraîner une baisse de notre tarif dans ce domaine, puisque nous n'aurions plus une délivrance de l'acte au domicile du destinataire ou au siège social de la personne morale en question. Je pense avoir répondu à votre souci. Je vous remercie. Voilà, Monsieur le Vice-président. Merci, Madame. Lancez micro. Voilà. Merci donc, Madame la Présidente. Monsieur le Président, vous avez d'abord commis un propos liminaire. Je peux vous dire que je partage l'essentiel des affirmations qu'il contenait. Ensuite, vous avez évoqué cette grande profession de l'exécution. Bien. Nous sommes dans le contexte de calendrier suivant, me semble-t-il, donc ce n'est pas la première fois qu'on parle de cette grande profession de l'exécution. Dans le calendrier suivant, c'est-à-dire un projet de loi dit croissance, qui va être présenté prochainement, débattu par conséquent prochainement. La garde des Sceaux, entendue ici même, nous a dit que ce projet serait transmis au Conseil d'État le 30 octobre.
Donc on est dans un calendrier probablement rapide. Bien. Est-ce que vous pensez que les circonstances sont réunies pour débattre maintenant et échafauder maintenant, le cas échéant, si l'idée paraissait pertinente, ou en tout cas si son caractère pertinent progressait, est-ce que nous sommes dans le calendrier pour bâtir ce type de réforme qui suppose au minimum une concertation, et vous m'avez précédé à ce sujet, une concertation avec les commissaires-priseurs judiciaires et avec les mandataires, qui est une profession particulière, voilà, dont on ne connaît pas la réponse sur cette idée. Ou bien faut-il engager une concertation, réfléchir, enfin, c'est-à-dire faire les choses, selon moi, normalement. Première question. Deuxième question, si vous répondiez qu'il vaut mieux prendre un peu plus de temps sur ce point-là, et comme on va quand même avoir un texte, on aura probablement quelque chose sur les tarifs. J'imagine. Il ne me semble pas que vous ayez évoqué cette question, pas beaucoup, dans votre propos liminaire. Or, on peut s'attendre, encore une fois, nous travaillons alors que nous ne connaissons pas, vous l'avez dit, je partage votre avis, nous ne connaissons pas les termes de ce futur projet de loi. Bon. Mais on peut s'attendre à ça. Donc, qu'est-ce que vous nous dites à ce sujet? Qu'est-ce que vous dites de l'intervention apparemment de l'autorité de la concurrence sur la question des tarifs? Enfin, bref, il faut quand même aborder un peu ce sujet. Et puis enfin, dernièrement, vous avez évoqué les huissiers du Trésor, qui sont combien? 400 environ? 450. Bon. Avec une proposition d'intégration qui paraît aussi une idée pertinente, mais qui de la même manière, enfin pertinente selon moi, pardon, mais qui de la même manière suppose un peu de concertation, etc. Mais en vous écoutant, je me disais, c'est un texte pouvoir d'achat. Donc l'idée de M. Montebourg au départ, c'était de dire je vais rendre 6 milliards de pouvoir d'achat aux Français en travaillant, entre guillemets, sur les tarifs des professions réglementées. Et donc voilà. Bon. Mais est-ce que vous pouvez nous dire, je ne sais pas si vous avez les chiffres ici, ce serait bien intéressant que vous les ayez. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le taux de recouvrement des créances de votre profession, c'est-à-dire globalement, annuellement, on confie à votre profession tant d'euros à recouvrer? Quel est le pourcentage de recouvrement auquel vous aboutissez? Et est-ce que parallèlement, mais sur la première question, vous allez peut-être avoir les réponses, sur la deuxième, je ne sais pas, mais je souhaiterais bien qu'on les ait dans le cadre du rapport que nous aurons à déposer, quel est le taux de recouvrement des créances confiées aux huissiers du Trésor? Oui, bon, en d'autres termes, je ne connais pas la réponse, donc j'en parle très librement, mais en d'autres termes, si le taux de recouvrement des créances confiées aux huissiers du Trésor était inférieur à votre taux de recouvrement, il faudrait se poser la question de savoir pourquoi, et voir combien de centaines de millions ou de milliards cela ferait, car probablement ça permettrait aussi, et plus positivement, me semble-t-il, de restituer du pouvoir d'achat en abondant ainsi plus avant le budget de l'État. Mais je conviens que c'est une question un peu particulière. Je ne suis pas sûr que vous ayez la réponse à tout ça. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais répondre d'abord à votre pertinente question par, j'espère, une pertinente réponse. Vous me dites que la grande profession de l'exécution mériterait une réflexion. Est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement a laissé à la profession d'huissier et aux professions réglementées, en tout état de cause la nôtre, le soin de réfléchir à tout ce qui s'est passé depuis le 10 juillet, où nous avons été vilipendés, et nous travaillons sur un texte non écrit, un texte qui n'existe pas. On nous a demandé de faire des propositions. Nous n'avons rien, ni support écrit, que des réunions de concertation sur lesquelles nous nous sommes battus, pied à pied, pour éviter, dans la première négociation avec M. Macron,
et Mme Taubira que le cœur de métier, qui est la signification sécurité juridique, dont Mme Taubira évoque sans cesse, et dont elle a raison, puisque la sécurité juridique et le droit continental en France n'est pas celui du droit anglo-saxon, nous avons écarté des débats l'acte d'huissier de justice, qui est 40% du chiffre d'affaires de la profession. Ce qui voulait laisser dire que nous avions 8000 licenciements et 1700 huissiers sur le tapis. Aujourd'hui, nous cherchons quoi? À faire du chômage ou à créer des emplois? Moi, j'opterais pour la deuxième solution. Donc, on nous a demandé, monsieur le vice-président, pour répondre à votre question, de faire des propositions. Alors, la grande profession de l'exécution, c'est une des propositions, puisqu'elle est déjà en gestation depuis le rapport d'Arroy. Elle est en gestation. Nous avons failli avoir des ordonnances avec une loi d'habilitation. Il suffirait d'inscrire le principe et la réflexion se passerait dans les décrets d'application. C'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué. Mais bien sûr. Mais je vous le conseille. C'est vrai. Voilà. Mais si vous voulez, nous avons travaillé là-dessus. Nous faisons des propositions de modernisation. C'est la raison pour laquelle nous travaillons de concert avec la chancellerie et avec M. Macron. Vous avez parlé du taux de recouvrement. Je n'ai pas, vraiment désolé, je n'ai pas les chiffres des huissiers du Trésor, mais j'ai les chiffres de notre profession. La profession encaisse par an plus de 8 milliards d'euros sur 60 à 70 milliards de recouvrement donnés, confiés. Ça fait un peu plus de 10%. C'est une manne qu'il ne faut pas laisser de côté. Et puis, nous avons fait des propositions depuis de nombreuses années pour soulager les greffes, pour soulager l'institution, pour faire des propositions de mesures allégées pour que les magistrats et les greffiers soient soulagés dans leurs tâches quotidiennes pour qu'une justice des petites créances aille plus vite, tout en garantissant les citoyens de la sécurité juridique et de l'impérium du juge. Et nous sommes entendus depuis de nombreuses années. Mais toutes les auditions sont restées lettres mortes. Donc on nous demande sans cesse de faire des propositions et sans cesse... Pardon, sur les petites créances, c'est quoi? C'est vous confier les injonctions de payer? Non? Non, mais enfin, une formule identique? Techniquement, vous proposez quoi? Ou à 500 €. Nous proposons des procédures peu coûteuses. Oui, madame, excusez-moi. Nous proposons des procédures peu coûteuses. Peu coûteuses. Techniquement, ce sont des procédures de titre exécutoire. Lorsque le juge a rendu son ordonnance, ou n'a pas eu l'opposition nécessaire faite par le défendeur, que l'huissier de justice appose la formule exécutoire pour exécuter le titre exécutoire, comme on le fait en matière de chèque impayé. Nous le faisons en matière de chèque impayé. Lorsque vous avez un chèque impayé, vous allez à la banque demander votre certificat de non-paiement, vous revenez, nous signifions le titre au défendeur, le certificat au défendeur, et nous procédons à une exécution. Et c'est une procédure courte et peu coûteuse. Nous proposons des procédures courtes et peu coûteuses pour, vous savez, tout ce qui est petits laboratoires, petites créances, les créances de petits commerçants et tout cela. Voilà. Vous savez que ça existe au Canada et qu'il y a je vous donne le renseignement parce qu'on l'a vu, il y a une mission parlementaire de la Commission des lois qui s'est rendue au Canada récemment. Et donc un laboratoire, précisément, un laboratoire donc, de justice très élaboré avec les nouvelles technologies et avec tout un programme justement là-dessus. Donc c'est à l'Université de Québec, à la faculté de droit. Donc vous pouvez vous renseigner. Donc il y a tout un programme qui a été mis en place pour justement récupérer toutes les petites créances de ce type avec vraiment une rapidité d'exécution extraordinaire et donc l'utilisation de tous les moyens contemporains.
Madame, je vous remercie parce que je voulais vous dire que nous avons aujourd'hui le président national de la Fédération nationale des tiers de confiance, qui est un huissier de justice qui s'appelle M. Bauban. Il rentre du Canada, là, cette semaine, et sur la cybercriminalité, sur tout ce qui est le numérique. Et nous avons acheté une plateforme aux Canadiens l'année dernière que nous mettons en exercice aujourd'hui, enfin dans les jours qui viennent, qui est une plateforme de médiation que nous avons acquise auprès de l'université canadienne. Voilà, nous sommes dans la même veine. Mon confrère Pascal Thuette vous a parlé du numérique, mais vous savez que nous sommes énormément en avance sur le numérique, notamment sur tous les actes dématérialisés, vis-à-vis des sociétés de financement, sociétés les banques, pour les saisies attributions, pour les saisies de comptes en banque. Et nous travaillons, et, si vous me le permettez, en une minute, nous avons répondu à des appels d'offres européens que nous avons gagnés. Et le dernier colloque que j'ai initié en tant que président de la Chambre européenne fut dans la salle Spinelli, où la signification électronique est assurée par les huissiers de justice. Et le modèle huissier de justice français est pris comme modèle en Europe, et la signification est conseillée par les huissiers de justice, qui sont les agents d'exécution sécurisant les transferts entre le citoyen et le demandeur. Alors, s'agissant de la profession, la grande profession de l'exécution, comme vous le disiez, bon, c'est une affaire qui fait son chemin. En tout cas, la mission va prendre en considération votre engagement. Comme me le disait mon co-rapporteur et vice-président, c'est vrai qu'une table ronde avec les commissaires commissaire-priseur judiciaire. De cette proposition d'action. La mission, c'est une mission d'information, ce n'est pas l'examen d'un projet de loi. Tout à fait. Voilà. Paris, c'est pas fait en un jour. Mais il faut peut-être accélérer, parce que... Oui. Voilà. Mais de toute façon, la mission, elle est là, indépendamment des... Oui, Monsieur le Président, messieurs, moi je voudrais vous interroger simplement sur le... bon, on a bien l'image de l'huissier de justice et des mesures d'exécution qui vont avec dans beaucoup de domaines, mais on a vu aussi d'autres missions. Vous l'avez dit tout à l'heure, vente aux produits aux enchères, vente aux enchères. Moi, j'étais rapporteur de la loi sur les enchères il y a quelque temps, et donc j'avais eu l'occasion d'auditionner certains de vos collègues qui pratiquaient et pour qui c'était une activité, des fois, d'équilibre économique là où ils étaient installés. Donc, j'ai aussi constaté que dans d'autres secteurs, d'autres activités, comme le conseil, la rédaction d'actes, étaient aussi des activités qui n'étaient pas qu'annexes, mais qui étaient liées à l'équilibre économique selon la situation. Donc, ma question, c'est de dire par rapport à toutes ces activités, aujourd'hui, j'ai envie d'en citer 3 nouvelles par rapport à l'exécution, quelles sont les activités, je dirais, de pratique juridique qui sont plus fréquemment utilisées et justement, est-ce que vous y voyez des sources de développement ou plutôt, par rapport, pour rebondir sur la question qui était posée, de recentrer sur une profession de l'exécution? Donc le spectre d'activité demain de l'huissier du XXIe siècle, c'est quoi? Bon, j'ai entendu tout ce que vous avez dit par rapport aux huissiers du Trésor. Il est vrai qu'il faudra aussi qu'on réfléchisse justement à ces missions-là, mais c'est quoi le huissier du XXIe siècle, selon vous? Je vais, avant de vous parler, parce que je n'ai pas répondu totalement à la question de monsieur le vice-président Houillon concernant les tarifs et l'équilibre économique des offices, mais pour répondre à votre question, si vous me le permettez, monsieur le député, je vais donner la parole sur l'équilibre à monsieur le vice-président Richard, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Madame la Présidente, monsieur le vice-président, messieurs les députés, s'agissant de l'équilibre économique des offices, nous nous sommes aperçus que
outre le cœur de métier, c'est-à-dire la signification que le projet de M. Montebourg voulait nous enlever au profit d'un opérateur national, ce cœur de métier représentant 40% de notre activité, ce qui d'ailleurs, et j'ouvre une parenthèse, ne nous aurait pas permis, si ce cœur de métier nous avait été ôté, de poursuivre le reste de nos missions. Et il aurait fallu en tirer les conséquences. S'agissant des 60% restants, qu'est-ce que nous trouvons? Nous trouvons naturellement toute la partie de l'exécution et puis, à la marge, je dirais 20% de nos activités qui sont, vous l'avez dit tout à l'heure, le conseil, la rédaction d'actes sous seing privé, les activités accessoires autorisées par notre statut, c'est-à-dire l'administration d'immeubles principalement. Très à la marge, on trouve encore quelques portefeuilles d'assurance qui sont gérés ici et là. Et puis la médiation, qui est une activité qui nous est ouverte depuis septembre 2011 et que nous cherchons à développer. Le président l'a dit tout à l'heure, nous avons fait l'acquisition d'une plateforme canadienne qui doit nous permettre de développer l'activité puisque nous allons la mettre à la disposition de toute la profession. Ai-je répondu à votre question, monsieur? Oui, bien sûr. Je vais un peu plus loin encore. Je participe actuellement à des travaux dans le cadre de la mission des crédits de la justice sur l'accès au droit. Et mon tour, je dirais, pas de France, parce qu'on n'est pas allé très loin, mais en tout cas, on a auditionné des gens de plusieurs régions, et on s'interroge aussi sur la possibilité, la contribution des huissiers à l'accès au droit. Également, si vous voulez, en mode de règlement alternatif, enfin, de mode alternatif de règlement des conflits. La question qui peut se poser aussi pour ne pas aller au tribunal. Je pense que les professions du droit ont aussi un rôle à jouer, surtout lorsqu'ils sont officiers ministériels, semble-t-il, où il y a quand même le gage d'une certaine autorité. Donc vous parliez de médiation, mais je pense, est-ce que dans cet esprit-là aussi, on ne peut pas imaginer qu'il y ait une extension des missions de l'huissier de justice comme participant au mode alternatif de règlement des conflits? Si, je crois que vous avez tout à fait raison. La profession est, on va dire, assez bien répartie sur le territoire national et nous avons un maillage qui est relativement serré puisque nous avons sur le territoire 3146 professionnels et peut-être demain un peu plus, que ce soit dans le cadre de la nouvelle profession de l'exécution ou bien de l'ouverture de la profession aux jeunes titulaires de l'examen professionnel. Et donc, nous sommes parfaitement conscients que nous pourrions jouer un rôle actif dans ce cadre-là, dans le cadre d'une politique de prévention et de règlement des conflits. Je sais que la déjudiciarisation est quelque chose, un concept à la mode. Nous savons parfaitement quel est l'encombrement des juridictions, quelle est la lenteur de la procédure. Et finalement, nous voyons bien qu'à côté des systèmes qui existent déjà, il y aurait sans doute, au bénéfice de notre profession, une part qu'elle pourrait en effet prendre. Mais que pour l'instant, elle ne peut pas prendre, puisque, vous le savez, les textes ne sont pas encore au rendez-vous. C'était bien sous forme de question que je vous interpellais. Déjudiciarisation à la mode, je préférerais qu'on dise plutôt judiciarisation outrancière. Vous voyez, je pense que c'est plutôt ça. Monsieur le député Valax. Oui, simplement une question, un petit préalable. Je n'ai jamais pensé, moi, personnellement, que l'on pourrait libérer le pouvoir d'achat, puisque c'est la raison même de ce texte dont on parle beaucoup, mais dont on ne connaît pas les grandes lignes encore à ce jour. Donc je n'ai jamais pensé que l'on pourrait libérer du pouvoir d'achat en modifiant les professions réglementées. Je le rappelle souvent, qui va voir un huissier ou combien de fois va-t-on voir un huissier dans sa vie?
une fois, 2 fois si les choses se passent mal, 3 fois par extraordinaire. Donc ce n'est pas là qu'on trouvera une marge de libération du pouvoir d'achat. Reste maintenant une piste qui me paraît intéressante. Je vais vous poser 2 questions pratiques sur l'existence éventuelle de cette piste, puisque nous sommes là pour essayer de trouver des solutions qui permettraient aussi, au-delà du problème du pouvoir d'achat, qui permettraient à l'État de faire des économies. Et l'on parle à l'instant de ces 450, c'est le chiffre que vous avez avancé, huissiers publics. Cela veut dire qu'il doit y en avoir à peu près 10 par département, ou combien, 40 par département Non, monsieur le député, je pense que ça dépend des départements. Ouais, ce n'est pas... Oui, ça dépend des départements, oui. C'est ça. Quelle serait votre position si l'on vous posait brutalement la question? Voilà. Je vais vous répondre aussi brutalement. Mais je vous le concède. Si demain l'État confie à l'ensemble de la profession le recouvrement public total, les 450 ou 300 pourraient être intégrés dans des structures. Je disais dans mon propos liminaire que dans 12-15 ans, nous aurions une défection d'huissiers pour payer nos retraites. Et nous n'aurions pas assez de candidats pour reprendre nos offices. Donc, pour ceux qui viendraient, on les accueillerait à bras ouverts. Il suffirait de postuler, de demander l'agrément, de trouver des associations. Et puis il existe le décret de 75, août 75, où là, la chancellerie, avec la commission de localisation des offices, pourrait créer des offices où les besoins économiques s'en font sentir. Je pense, monsieur le député, qu'il y a effectivement une belle piste à exploiter. Il y a des sources d'économie, bien sûr. Mais bien entendu, la contrepartie serait la matière. Parce qu'il n'y a rien de pire que de créer des charges ou de créer des huissiers de justice en appauvrissant de l'intérieur les offices ministériels. Parce qu'on créerait des nouveaux pauvres. Sur l'office ministériel, comment voyez-vous son évolution, notamment par rapport à cette grande profession de l'exécution ? Dans le cadre de la concertation en cours avec les services du ministère de l'économie et de la justice, nous avons évoqué des pistes. Et nous voyons cette profession nouvelle de l'exécution à travers des structures sociétales permettant d'intégrer les 3 professions. Mais non pas de les fusionner, c'est une vue de l'esprit. Peut-être que dans une quinzaine d'années, un nouveau professionnel émergera. En attendant, notre projet est de dire que dans cette société interprofessionnelle, il va y avoir à la fois un huissier de justice, un commissaire-priseur et un mandataire liquidateur, avec évidemment un terme générique commun, un commissaire de justice par exemple. Voilà comment nous voyons, comment nous avons cette approche, je dirais pragmatique, au travers des sociétés qui pourront se mettre en place très facilement. Le ministère de l'économie, d'ailleurs, nous a fait des propositions pour faciliter la transformation des structures existantes dans notre profession pour pouvoir intégrer ces professionnels. Alors naturellement, nous n'avons pas directement vu les ordres, la Chambre nationale des commissaires
commissaires-priseurs judiciaires ou les mandataires liquidateurs. Pas encore, puisque, vous le savez, les concertations se font profession par profession. Mais naturellement, il est évident que nous allons devoir dialoguer avec chacune de ces professions, et puis bien entendu, au titre des agents du Trésor, des huissiers du Trésor, avec le ministère des Finances, qui est en charge de ces fonctionnaires, pour pouvoir avancer sur ce projet. De la coexistence de 3 professions au sein de plateformes communes, en quelque sorte, mais pourtant avec des activités qui, à certains moments, pourront être croisées. Je pense par exemple aux ventes aux enchères, et avec l'idée d'aller de plus en plus loin vers... La plus-value, le président Sanino s'est exprimé à cet égard, c'est une simplification du paysage. Là, bon. Excusez-moi, j'avais bien compris tout à l'heure que là-dessus, on s'attarde un peu là-dessus parce que c'est une idée intéressante en tout cas, mais là, si on se borne à joindre 3 professions qui restent les mêmes, la plus-value est limitée par rapport à la dynamique de création d'une nouvelle profession, sans préjudice, bien sûr, d'avoir une période intermédiaire pour organiser tout ça. C'est la période intermédiaire qui nous préoccupe actuellement, puisque nous voyons une véritable nouvelle profession dans un délai, on va dire, à moyen terme, parce que le nouveau professionnel n'existe pas vraiment. Il y a, à l'heure qu'il est, et de façon très définie, 3 professionnels bien distincts. Notre ambition, celle aussi du ministère de l'économie, il faut le reconnaître, que ce projet intéresse pas mal Bercy, que cette opération se fasse à travers le support d'une structure sociétale particulière, une véritable société interprofessionnelle. Et puis la synergie que cela va créer, générer. Nous comptons beaucoup là-dessus, plus évidemment la formation, puisqu'il va falloir faire de la formation avec un tronc commun et puis des définitions de spécialité pour que émerge ce professionnel qui, je le rappelle, au jour d'aujourd'hui n'existe pas. Monsieur... Oui, là-dessus, sur ce que vous venez de dire, monsieur le vice-président. Moi, je trouve que c'est plutôt inquiétant que ce soit Bercy qui soit à la manœuvre sur le sujet, parce que pour une nouvelle profession de l'exécution, il semblerait plus logique que ce soit la chancellerie qui pilote la réflexion et la réforme. Avez-vous peur de Bercy à ce point-là, monsieur le député ? Je n'ai pas peur de Bercy, mais je pense que la logique de Bercy n'est pas la même que celle de la chancellerie. Pour répondre à votre question, monsieur le député, je voulais simplement vous dire qu'il y a 2 ans en arrière, les services de la chancellerie m'avaient suggéré de pousser cette idée. Aujourd'hui, effectivement, comme le disait madame la présidente et monsieur le vice-président Houillon, il est vrai qu'une réflexion de fond se mérite, mais qu'une synergie interprofessionnelle et une formation commune des 3 professionnels pourrait, à mon sens, si vous voulez, éclairer le citoyen, parce que c'est une véritable profession de l'exécution. Les ventes aux enchères, c'est vente amiable ou vente judiciaire. Les mandataires liquident des entreprises, dressent un bilan. Les huissiers de justice procèdent au recouvrement et font de l'exécution. Je pense que ça serait une idée qui serait celle du XXIe siècle. Oui, moi je pense que, comme Monsieur le Président, je crois que c'est sous l'angle de la justice du XXIe siècle et justement de la simplification aussi des professions. Moi, quand je vois mandataires, commissaires et huissiers de justice, pour les croiser dans certaines situations, on se demande vraiment pourquoi on a 3 professionnels différents pour faire dans une même opération. Ça n'a plus de sens.
En plus, le nombre est limité. Hein, donc ça veut dire que le travail est mal fait et on perd de la substance pour notre pays parce qu'on a des biens qui perdent de la valeur, qui ne sont pas cédés, qui ne sont pas gérés, qui ne sont pas appréhendés. On a des créanciers qui ne retrouvent pas leurs créances. En fait, on fait que des malheureux dans l'opération et c'est le pays qui lui-même paye l'addition finale. Donc je pense qu'il faut, à mon avis, accélérer sur le processus. Quant à dire il faut 3 professions pour en faire une, on va commencer d'abord à être associés. Moi, je pense qu'il ne faut pas forcément additionner les handicaps, mais il faut additionner les aspects positifs. Et je pense qu'il faut aller plus vite vers une profession unique, parce que, on n'est pas nombreux, vous n'êtes pas nombreux, vous les huissiers si, mais les autres non, hein, parce que les commissaires-priseurs ne sont pas nombreux, les mandataires, liquidateurs ne sont pas nombreux non plus. Donc vous voyez, je pense qu'il faut trouver le dénominateur, et vous voyez où il est, hein, il n'est pas très loin dans cette salle. Donc quelque part, on doit pouvoir y parvenir, d'une part. Et puis, je crois, d'autre part, qu'il y a un seul interlocuteur pour traiter certaines affaires, ça m'apparaît éminemment souhaitable et préférable et opérationnel. Donc je pense que la réponse entre finance et chancellerie, moi je ne vais pas rentrer dans le débat, je dirais, sous l'angle de la polémique, mais sur l'angle de l'efficacité économique, c'est vers une profession de cette nature qu'il faut aller. Si on reprend les réflexions du rapport d'Arroy, on les avait déjà en germe. Elles étaient des fois elles allaient un peu loin de faire une seule grande profession du droit. Je pense que c'était aussi une erreur, mais je dirais de regarder à l'intérieur des professions comment construire des professions qui soient opérationnelles. Voilà une idée qui devrait pouvoir rapidement être mise en place. Et moi, personnellement, je pense qu'il faut travailler sur les professions uniques. Quand on a fait les conseils juridiques et les avocats, qu'on en a fait des avocats, ça s'est fait relativement rapidement. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans les faits? Vous avez des avocats qui plaident et des avocats qui conseillent, mais en même temps, vous avez de plus en plus d'avocats qui plaident, puisque les avocats qui conseillaient étaient tout à fait ravis de pouvoir plaider, et les avocats qui plaidaient ont découvert qu'ils pouvaient faire du conseil. Donc je pense que ça aussi, ça doit être possible beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Écoutez, est-ce que vous avez d'autres? Il y a le problème de l'office ministériel. Le statut peut. Mais bon, le statut peut changer. C'est pas un problème, c'est pas une un donnée qui me semble devoir être résolue ou absorbée dans cette fusion. Voilà. Mais c'est un problème compliqué. C'est un problème technique. Mais c'est pas rien, mais je pense que c'est une orientation quand même extrêmement intéressante. Si vous me permettez, Madame la Présidente, je voulais répondre à Monsieur Houillon, sur la tarification. Vous avez posé une question et je tiens à y apporter une réponse. Peut-être que Pascal Thuet apportera les éléments nécessaires techniques, mais dans un office d'huissier de justice, mesdames et messieurs, l'équilibre économique d'un office d'huissier est fait par des actes à perte et des actes qui viennent combler ces pertes. Aujourd'hui, j'ai fait voter, entre guillemets, par décret, j'ai pas fait voter, j'ai fait sortir un décret dans lequel les pensions alimentaires, les créanciers d'aliments ne paieraient pas d'honoraires. L'aide juridictionnelle ne nous est pas payée en totalité. Les audiences pénales et les significations pénales, l'État nous doit 5 millions d'euros. Le prud'homme, nous ne prenons pas d'honoraires. Nous avons des tas d'actes à perte. Et ces actes à perte sont compensés par d'autres matières. Donc, si vous voulez, dans le cadre de la tarification des huissiers de justice, dont je rappellerai que les revenus ne sont pas si exorbitants qu'on en veut bien le dire, la moyenne étant de 6 500 €, voire moins, nous sommes l'une des professions qui arpentons les immeubles, les étages pour aller voir la misère sociale. Je peux vous assurer que lorsqu'on vous parle de diminuer le tarif des huissiers de justice de 10 ou 20% ou 30%, nous mettrons sur la paille 1700 huissiers et 9000 salariés. L'équilibre économique d'un office est fait exclusivement d'actes à perte et d'actes qui sont plus importants, plus rémunérateurs. Tout ça, c'est un équilibre qui a été créé en 1978 par un taux de base qui est aujourd'hui à 2,20 € et qui va se répercuter sur l'ensemble de la tarification. Mais lorsque j'entends dans les journaux que les huissiers de justice
ont augmenté de 40% leurs revenus en 10 ans. Nous avons les chiffres à l'appui sur l'Observatoire économique. Nous sommes à moins 0,8% de rémunération. Notre rémunération, mesdames et messieurs, en 2007 a été augmentée. Cela faisait 18 ans que nous n'avions pas eu d'augmentation tarifaire. Et depuis 2007, nous n'avons toujours pas d'augmentation tarifaire. Donc on ne peut pas qualifier les huissiers de nantis et de rentiers. Je voulais simplement, officiellement, parce que je sais que mes confrères me regardent, et je tiens à défendre les jeunes et ceux qui se sont endettés aujourd'hui d'une façon terrifiante et qui ont des difficultés. Eh bien, écoutez, cette mission aura eu au moins le mérite de vous permettre de répondre aux médias qui, effectivement, ont été quelquefois un peu excessifs dans leurs propos. J'espère que vous ne l'avez pas ressenti ici au cours de cette mission. Et je pense que nous avons, au contraire, trouvé des pistes de réflexion tout à fait intéressantes. Et je vous remercie de votre présence. Je vous remercie, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, de votre écoute et de la qualité de vos questions.